La question n'est pas, en fait, quand vous y réfléchissez, si Cheikh Anta a raison ou a tort. Donc, peut-être que toutes les thèses de Cheikh Anta Diop sont fausses. Considérons, même si toutes ces thèses étaient fausses, la question est la suivante. Est-ce que Cheikh Anta Diop est un scientifique? La science, ce n'est pas avoir raison, c'est produire de la connaissance en utilisant des procédures qui permettent de valider ou d'invalider cette connaissance-là. Donc en utilisant des méthodes qui permettent de valider ou d'invalider cette connaissance-là. Et la question qu'on aurait dû se poser, qu'on doit se poser dans le cas de Cheikh Anta Diop, c'est est-ce que ce qu'il fait, c'est de la science? D'accord. Est-ce que ce qu'il dit est falsifiable? Et Cheikh Anta Diop a des thèses très précises. Il a des thèses sur l'origine africaine de la civilisation. Il a des thèses sur l'origine africaine d'un certain nombre de technologies. Il a des thèses sur le peuplement de l'Égypte, etc., etc. Donc il a des thèses très précises. Ces thèses sont testables et il affirme les avoir testées. Donc, il les a testées, il affirme les avoir testées, mettons. Donc, ça veut dire que les thèses qu'il pose sont des thèses scientifiques. Mieux encore, l'une des choses que je souligne dans l'article, c'est que Cheikh Anta Diop est l'un des rares historiens de sa génération à maîtriser la technologie du carbone 14. Cheikh Anta a deux publications, par exemple. Une publication qui était à l'origine dans la Revue sénégalaise de philosophie et qui après a été publiée de manière séparée sur la mécanique quantique, sur les implications philosophiques de la mécanique quantique. Et il a une autre publication sur la datation au carbone 14 que j'ai du coup consulté en écrivant l'article. Et en fait, je croyais que c'était une réflexion d'historien, etc., etc. C'est une réflexion, c'est un livre, c'est un traité de chimie en fait. Quand vous lisez l'article, il n'y a que des formules de chimie, des formules mathématiques, etc. C'est vraiment un traité de chimie. Et en fait, Cheikh Anta a une particularité, c'est que quand il allait en France, il y allait en tant que scientifique, comme le professeur Diaye. Et il a fait des études de physique-chimie jusqu'à l'équivalent de la licence. Et non seulement ça, mais en plus, il a travaillé avec Frédéric Joliot-Curie, qui est prix Nobel, dont l'épouse également était prix Nobel, etc. etc. Donc, qui était l'un des plus grands spécialistes français de chimie physique, mettons, de ces questions-là. Donc, il a travaillé avec lui et les gens oublient qu'il a hésité entre faire une thèse de science et une thèse d'histoire. Finalement, il a estimé qu'il était plus important de travailler en histoire et donc il a choisi de faire cette thèse qu'il a faite. Et l'une des choses qui est étonnante, c'est que Cheikh Anta Diop, revenu à Dakar, comme le dit le professeur Fatso, a été ostracisé. On l'a quand même recruté à l'IFAN. Mais on l'a mis à l'IFAN, il n'enseignait pas. Par contre, on lui a donné les moyens de faire de la recherche. Et il y a quelque chose d'extrêmement étonnant pour moi dans le fait que quelqu'un qui passait son temps à dire que Senghor était dangereux pour le pays, parce qu'il le croyait, et demandait à ce qu'on lui crée un laboratoire qui était l'un des plus avancés au monde. L'État du Sénégal a accepté de lui créer ce laboratoire-là. Et non seulement l'État du Sénégal a accepté de lui créer ce laboratoire-là, mais en plus, il est allé à Gif-sur-Yvette, en France, pour faire un stage, pour se perfectionner et pouvoir faire marcher ce laboratoire. Et pour ceux qui connaissent le système français, les laboratoires du CIA sont des laboratoires extrêmement surveillés. Et quand Cheikh Anta y allait, si vous regardez les dates, quand il y allait, Frédéric Joliot-Curie était en disgrâce. Il était en disgrâce parce qu'il était communiste et à un moment, le régime de De Gaulle ne lui faisait pas confiance. Du coup, on l'avait mis en disgrâce. Et malgré tout, quand Cheikh Anta a demandé à venir à Gif-sur-Yvette, il a eu l'autorisation d'y aller. Donc, un laboratoire militaire où tu as des militaires
et des scientifiques. Et l'élite scientifique française. Et cette élite scientifique française-là l'accepte. Et c'est une élite scientifique française de droite. Parce que c'était un moment où on était en train de plus ou moins épurer. Mais non. En tout cas, ceux à qui on ne faisait pas confiance, on ne les laissait pas s'approcher des questions nucléaires. Pourtant, on l'a accepté. Pour moi, ça, c'est la preuve que Frédéric Joliot-Curie est quelqu'un qui avait le cœur à gauche, tout le monde le savait. Et on aurait pu penser que, par exemple, il a accepté Cheikh Anta dans son labo parce que c'est un Africain et il est de gauche, donc, etc. Mais en fait, même quand Frédéric Joliot-Curie est en disgrâce, quand Cheikh Anta demande à venir à Gif-sur-Yvette, on l'accepte. Ça veut dire que ce n'est pas seulement Frédéric Joliot-Curie, c'est toute l'élite scientifique française qui considère que Cheikh Anta Diop est un de ses pères. L'élite physicienne française considère que Cheikh Anta Diop est un de leurs pères. Maintenant, prenez n'importe quelle faculté d'histoire. Combien vous avez de personnes qui sont professeurs d'histoire et qui sont considérés par les physiciens comme étant un de leurs pères? Je n'en connais pas. Donc je n'en connais pas. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi je n'en connais pas. Donc ça veut dire que les credentials, le pedigree scientifique, physique, physicien, chimiste de Cheikh Anta est impeccable. Cheikh Anta a fait ses études en France, du début à la fin. Toute l'université jusqu'à sa thèse, il l'a faite en France. Et il a fait une thèse en histoire, mettons. Ce qui est intéressant, c'est que là où les physiciens français vont considérer que Cheikh Anta est un scientifique, maintenant la question devient comment les historiens français vont traiter Cheikh Anta Diop. Et je me suis intéressé à une revue de référence, qui est la revue d'égyptologie. Les numéros de la revue sont numérisés. Donc, j'ai fait une recherche sur Internet. Que disent-ils sur Cheikh Anta Diop? C'est la revue française la plus prestigieuse en égyptologie. Que disent-ils sur Cheikh Anta Diop? Ils peuvent dire que c'est faux, ce n'est pas un problème. Un scientifique critique un autre scientifique et un scientifique a le droit de penser qu'un scientifique a tort. J'ai trouvé zéro référence à Cheikh Anta Diop dans la revue d'égyptologie. Zéro. J'en ai pas trouvé. Peut-être que j'ai mal cherché, peut-être qu'ils ont mal numérisé leur numéro, mais en tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé quand j'ai fait la recherche en ligne. Donc, ça, en fait, c'est intéressant, parce que ça veut dire que ce n'est pas qu'on le falsifie. Un discours scientifique est un discours qui doit être falsifié. En fait, il ne le falsifie pas, il n'en parle pas. Et ça, en fait, je pense que j'ai fait une recherche de 52 à nos jours. Et maintenant, deuxième chose que j'ai faite, qui est en France qui parle de Cheikh Anta Diop ou qui n'en parle pas? Vous vous souvenez, je pense que c'était en 2019, parce que j'étais en France à l'époque. En 2019, il y a eu une énorme exposition sur Toutankhamon. Et lors de cette exposition-là, il y a eu des gens qui ont manifesté en disant que l'exposition blanchit Toutankhamon. Et le journal français Le Point ou l'Express, dans l'article j'ai la bonne référence, mais là de tête je ne vois pas, mais un journal français interroge une égyptologue qui a le pedigree parfait, donc ancienne de l'école du Louvre, professeur à Montpellier je pense, etc. etc. Donc pedigree parfait. Elle l'interroge sur les manifestations. Donc, il y a ces gens-là qui manifestent, des Noirs qui manifestent à Paris contre l'expo Toutankhamon, c'est terrible, c'est terrible. Et elle répond en disant, oui, bon, ces gens-là manifestent, ils disent que nous avons blanchi Toutankhamon, et puis bon, le plus grave, c'est que ces gens-là, c'est toujours la même chose. À chaque fois que tu fais un cours d'égyptologie, ils sont là à vous parler d'un certain Diop. Et elle dit,
cette personne-là a un certain prestige parce qu'il paraît qu'elle a fait ses études en France. Donc, ils disent que nous sommes tous racistes, etc. Et en fait, nous ne sommes pas racistes parce que l'un des plus grands égyptologues français est noir. Donc, elle a cité le nom d'un égyptologue. Nous ne sommes pas racistes parce que si vous connaissez la contribution de tel égyptologue, etc., vous savez bien que nous ne sommes pas racistes. Bon, le gars est martiniquais ou quelque chose et c'est l'un des plus grands égyptologues français. Donc, nous ne pouvons pas être racistes de toute manière. Et de toute manière, elle ne connaît pas vraiment Diop. Il paraît qu'il a fait des études en France, mais bon, c'est tout, quoi. Et ça me paraît extrêmement intéressant parce que si vous... C'est Umberto Eco qui disait qu'un autodidacte, c'est quelqu'un qui ne sait pas trier ce qu'il faut savoir. Et quelqu'un qui a fait des études d'élite, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut savoir et ce qu'il ne faut pas savoir. Et en fait, pour moi, l'interview de l'autre était fascinante parce que vous me parlez d'un épistémologue, je suis censé être épistémologue. Si vous me parlez d'un épistémologue et que je ne le connais pas, j'aurais un peu honte. Par exemple, si je ne connaissais pas Popper ou Kuhn ou quelque chose comme ça, ça me ferait honte en fait. Mais si vous me parlez d'un épistémologue, je ne sais pas, que personne ne connaît, que personne n'est censé connaître, je me dirais, ouais, bon, je ne le connais pas, quoi. Donc, ça ne me poserait aucun problème, parce que je sais exactement quels sont les épistémologues importants. C'est ça que donne une éducation normale ou une éducation d'élite, en fait. Vous savez exactement tout ce qu'il faut savoir, vous le savez très bien, et le reste, si vous voulez, vous pouvez l'ignorer. D'accord. Un autodidacte sait beaucoup de choses, il ne sait pas parfois classifier ce qu'il sait, etc., etc. Donc pour moi, ça, c'était fascinant. Ce qui était encore plus fascinant, c'était qui est-ce qui parle de Cheikh Anta Diop. Et l'une des personnes qui parle le plus de Cheikh Anta Diop, qui parlait le plus de Cheikh Anta Diop en France, c'est François-Xavier Fauvel, n'est-ce pas, qui a écrit qui a écrit 2 livres sur Cheikh Anta, qui a dirigé un ouvrage collectif sur Cheikh Anta Diop. Je pense qu'il a dirigé même 2 ouvrages collectifs sur Cheikh Anta Diop. Donc, il a fait son mémoire de DEA, il a fait des études de philosophie et puis un DEA d'histoire à Paris 1. Et dans ce mémoire, dans ce DEA d'histoire, c'est là qu'il s'intéresse à Cheikh Anta Diop. Et il dit qu'il fait comme bachelor une psychanalyse de la production de la connaissance par Cheikh Anta Diop. Il dit expressément, je ne peux pas le juger, je ne suis pas là pour juger de la véracité ou non de ce que dit Cheikh Anta Diop. Je fais juste une psychologie du travail de Cheikh Anta Diop. Je m'intéresse à ce dont Cheikh Anta Diop dit que ça ne se trouve pas chez lui, c'est-à-dire l'idéologie, et je montre qu'il y a de l'idéologie chez lui. Donc, c'est ça qu'il dit, en fait. Ce qui est intéressant, parce que, d'une part, si vous vous souvenez de votre Popper, ce n'est pas parce qu'il y a de l'idéologie qu'il n'y a pas de la science. Cheikh Anta dit qu'il ne fait pas de l'idéologie, mais qu'il fait de la science. Vous pouvez lui dire, non, tu fais de l'idéologie. Mais Popper vous dit que ce n'est pas parce qu'il y a de l'idéologie ou qu'il y a de la religion qu'il n'y a pas de science. Il n'y a pas de science quand le discours n'est pas falsifiable. Quand je pars de mon idéologie, que je construis une théorie scientifique, et que mon discours, ma théorie est falsifiable, je fais de la science, même si ma science a une base idéologique. Vous voyez? Donc, dire que je cherche l'idéologie chez Cheikh Anta Diop, c'est intéressant, mais ça ne dit rien sur la valeur scientifique de Cheikh Anta Diop. Après, Fauvel a écrit 2-3 autres livres sur Cheikh Anta Diop. Et Fauvel était à la marge de l'Académie française. Il a fait toute sa carrière, presque toute sa carrière, d'abord en Éthiopie, ensuite en Afrique du Sud, avant de revenir en France. Et vous voyez bien, pour autant que je sache, il n'est pas normalien, il n'a pas fait l'école du Louvre, etc. etc. C'est quelqu'un qui est un universitaire. Donc ce n'est pas l'élite de l'université française. Et il a toujours été à la marge de l'université française, et c'est lui qui parle de Cheikh Anta Diop. Ouais. Mais vous me direz, Fauvel est au Collège de France. Et en fait, oui, Fauvel est au Collège de France. Et dans son discours
son discours de réception au Collège de France est un discours absolument magnifique. Et c'est Doudou William Thiam qui est là, qui m'a signalé ça à l'époque. Mais Doudou m'a dit, mais en fait, il ne parle pas du tout de Cheikh Anta. Mais le discours est absolument magnifique. Ça parle de Leibniz, des essais de Leibniz pour comprendre, pour avoir une langue universelle, à Souleymane Bachir Diagne et le professeur Tchoub. Donc, dans ce discours, il cite uniquement deux Sénégalais. Le professeur Souleymane Bachir Diagne, ici présent, et le professeur Ibrahim Tchoub, qui à l'époque était notre recteur. C'est les deux Sénégalais qu'il cite. Mais Fauvel a construit sa carrière sur Cheikh Anta Diop. Sa carrière s'est construite sur des critiques, sur des textes, sur Cheikh Anta, etc., etc. Il a fait un discours absolument magnifique qui, comme tous les discours de réception au Collège de France, récapitule ses travaux, récapitule l'histoire, le rattache aux personnes qui l'ont précédé à l'école. Et vous savez qu'il a précédé à l'école, au collège, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop n'a pas été professeur au Collège de France, il a été stagiaire au Collège de France. Donc, Fauvel a écrit sur Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a fait ses stages de physique au Collège de France. Dans un discours, le discours de réception au Collège de France est un genre littéraire. Et dans ce genre littéraire-là, tu rends hommage à l'institution, à ce qu'il a produit. Et il rend hommage à beaucoup de personnes qui ont été là-bas, pas à Cheikh Anta Diop. Et ce que j'ai adoré dans ce discours-là, c'est que, vous savez, qu'est-ce qu'il cite de Souleymane Bachir Diagne? Vous vous souvenez quand un philosophe français, Amsel, a écrit en disant en gros que Bachir était la version islamisée de la philosophie africaine, ou quelque chose comme ça, et que, bon, il a pu l'insulter, ils ont fait un livre ensemble, dans le livre très fascinant dans lequel il essaie de faire dire à Bachir des choses qu'il n'a jamais dites. Donc, une sorte de demande d'allégeance, en fait, parce que le livre de Fauvel, c'était ça, c'est qui sont tous ces Africains qui pensent... le livre de Amsel, le premier livre de Amsel, c'était une attaque en règle contre tous les intellectuels africains qui osent penser sans s'en référer à eux. C'était ça le problème. Pourquoi? Qui sont tous ces Noirs, tous ces Africains, tous ces basanés qui osent penser sans nous parler à nous, sans se référer à nous? Ça, quand même, c'est un problème. Et le livre donne ça. Après, ils ont ce dialogue absolument magnifique où à chaque fois, il essaie de... Donc, c'est ce livre-là. C'est dans ce livre-là qu'il prend l'extrait qu'il cite du professeur Souleymane Bachir Diagne. Et je trouve que c'est un acte manqué, parce qu'il a fait à Cheikh Anta Diop, dans ce discours-là, le seul intellectuel, le penseur sénégalais majeur qu'il n'a pas cité, et qui est un ancien du Collège de France, donc un homme impensé. En fait, il lui a fait ce que Amsel avait essayé de faire à Souleymane Bachir Diagne. Et en fait, pour moi, cette citation-là, c'est un aveu masqué, c'est un acte manqué. C'est absolument magnifique. Merci beaucoup.